Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Ariane Bois pour son nouveau roman « Après elle », paru aux éditions Récamier. Ariane Bois, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous vous intéressez ici aux victimes silencieuses et invisibles des féminicides, les enfants. Confrontés au pire, ils vont devoir grandir en accéléré, supporter un procès, apprivoiser leur chagrin et leur rage, portés par des personnages forts et attachants. Ce roman montre les ravages d'un deuil particulier, mais aussi la résilience d'une famille qui va trouver en elle la force de revivre. Votre roman, on le commence à la première page et on ne le lâche plus. C'est assez incroyable, c'est prenant, c'est profond. Il y a une étude psychologique des personnages comme peut-être j'ai rarement vu parce que vous allez nous raconter. Et puis également, il y a tout un côté juridique que je pense vous avez étudié de très près. Personnellement, on dit plutôt ça à la fin, mais moi j'ai adoré et j'ai envie de le dire d'emblée parce que en découvrant ce nouveau roman, j'ai passé un moment formidable. Alors Ariane, une première question. Avec ce que je viens de lire, après elle au singulier, pourquoi ne l'avez-vous pas mis au pluriel ? J'aurais pu parce que c'est vraiment un hommage à toutes ces femmes qui ont disparu, qui ont été tuées par leur ex-compagnon ou leur mari. Mais après elle, c'est après la maman, puisque moi je prends le point de vue des enfants. Oui. La petite Manon qui assiste à la mort de sa mère Clotilde et à l'assassinat, et Roxane, voilà, et l'assassinat, et Roxane, l'adolescente rebelle. Donc c'est vraiment le point de vue des enfants qui m'importait et donc après elle, c'est après la mort de la mère. Exactement. Voilà. Alors on se rend compte parce que en fait, vous faites parler les enfants, vous exprimez leurs pensées les plus intimes, leur vision du monde. Alors, en fait, ma première question, pourquoi ce thème ? Pourquoi avoir choisi ce thème pour votre roman ? Alors, vous me connaissez bien, Lise. Oui. Vous avez la gentillesse de m'inviter à chaque nouveau roman. Et donc, moi, chaque nouveau roman, c'est plus haut, plus fort. Et moi, je m'intéresse aux enfants victimes. J'ai écrit donc une trilogie sur les enfants et la Shoah. Ma mère était donc une enfant juive cachée pendant la guerre. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai aussi écrit sur les petits-enfants de la Réunion que l'on est allé chercher pour repeupler la France rurale dans les années 70. Il y a quelque chose qui m'insupporte dans la souffrance des enfants. Et j'ai eu une rencontre avec une petite fille qui avait 8 ans quand sa maman a été brûlée vive et qui m'a raconté avec des mots simples, mais des mots si forts et si durs, ce qu'elle a pu vivre. Elle avait 11 ans quand je l'ai vue. Et je me suis dit qu'on avait beaucoup parlé des bourreaux, c'est-à-dire donc des pères, leur psychologie, pourquoi ils avaient agi ainsi. Après, on a commencé à parler des femmes, des mères. On a vu leurs noms apparaître sur les murs des villes. On a commencé à les connaître. Avant, c'était des victimes aussi un peu anonymes. Et puis, maintenant, il s'agissait de parler des enfants. Parce que les enfants, ils perdent leur mère, mais ils perdent aussi leur père, puisque le père est en prison. Parfois, il se suicide. Et dans ce cas-là, il n'y a même pas de procès, ce qui est encore plus compliqué pour le deuil. Parce que le procès aide à faire le deuil et vous l'exprimez très très bien dans le roman. Bien sûr, le procès c'est difficile, c'est 3 ans après, on comprend peut-être ce qui a pu se passer, mais c'est un point final. Le procès est important et quand le père décide de se suicider après avoir tué la mère, eh bien il n'y a pas de procès et donc il est impossible de faire le deuil. Et donc moi j'ai rencontré des familles, des enfants, des avocats, des psychologues et j'ai voulu leur donner la parole, donner de la chair aux chiffres, montrer ce qu'il y a derrière, montrer des difficultés psychologiques, j'imagine qu'on va en parler, mais aussi matérielles, juridiques, financières.
Oui, tout à fait. Alors, justement, donc, vous expliquez tout cela à travers leur histoire. Bon, il y a quand même la sœur de la maman qui prend la situation à bras-le-corps. Oui, au Laurie, risque, très voilà, importante. Laurie, très très importante, sans laquelle les filles auraient beaucoup de mal à s'en remettre. C'est un personnage clé, en fait. Oui, parce que elle est la fille cadette, elle a toujours été plutôt aventureuse et rebelle, elle est prête à constituer une famille elle-même avec son fiancé, et puis tout d'un coup ce drame arrive et elle a un choix qui n'en est pas un, récupérer ses nièces, mais les emmener loin de Marseille, en Normandie, loin de tout ce qu'elles connaissent, leur lycée, leur école, leurs amis, leurs proches. Et puis leur météo, c'est important. Bien sûr, le temps qu'il fait. Le temps Passer qu'il fait. de Marseille à la Normandie, c'est pas simple non plus. Bien sûr, et puis loin de tout ce qu'on connaît, dans un univers qui peut paraître inhospitalier quand on ne le connaît pas. Et Laurie, elle va être le pivot, mais c'est très difficile de faire famille parce qu'en fait, quand un crime comme ça arrive, ce que j'ai compris, c'est que chacun changeait de place. Les parents de la victime deviennent eux-mêmes presque des enfants tant le deuil est difficile. Les enfants qui étaient les nièces deviennent des enfants. La tante devient le parent de substitution. Enfin, c'est une espèce de géographie, de géométrie différente de la famille que j'ai voulu explorer pour donner voix à ceux qui restent en fait. Alors, dans votre roman, la maman n'avait pas parlé, ne s'était pas confiée à la famille. Je ne vais pas tout dévoiler. Bien Elle s'était sûr. confiée à quelqu'un. On va laisser les auditeurs et les auditrices lire le livre. Mais elle ne s'était pas plainte à sa famille. Elle avait tout gardé pour elle. Et par conséquent, les signes annonciateurs n'ont pas été visibles par eux parce que quand on n'est pas dans ce domaine, c'est difficile de capter les signes qui pourraient montrer le harcèlement dont la personne qui va mourir est victime au préalable. Bien entendu, Clotilde, la mère de famille, ne va rien dire, elle ne se plaint pas, elle ne dépose pas plainte, d'ailleurs il n'y a aucune raison, et elle cache son malaise, les difficultés dans le couple, mais elle ne peut imaginer évidemment que son mari va devenir violent. Je rappelle quelque chose de très important, 50% des hommes qui tuent leurs femmes n'ont jamais porté la main sur elles ou sur les enfants. Donc personne ne peut croire que quelque chose comme ça arrive. Il y a aussi la honte, la culpabilité, le sentiment que ça va aller mieux demain. Et donc tout le monde est complètement pris de court. Et donc Laurie, la sœur de Clotilde, va mener une enquête véritablement pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer dans le couple, quels étaient les signes avant-coureurs que l'on aurait pu voir. Alors il y a des petits qu'on n'a pas vu. Et que l'on n'a pas vu. C'est finalement une histoire de mensonges, de non-dits, de culpabilité, de honte que l'on peut retrouver dans toutes les familles. Voilà, ça c'est important ce que vous venez de dire. Dans toutes les familles, évidemment, vous avez étudié le sujet. Alors justement, au niveau juridique, comment vous avez géré toutes les infos que vous nous apportez? Alors, j'ai rencontré des avocats et les familles, évidemment, m'ont parlé. J'ai placé mon histoire juste au début de l'an 2000 parce que la situation a un peu changé aujourd'hui et on s'occupe plus des victimes. En l'an 2000, rappelez-vous, on parlait encore de crimes passionnels. Oui. 2003, c'est la mort Qui de Marie n'existe Trintignant. Oui. Qui a provoqué un véritable bouleversement dans la société française. Mais on parlait de faits divers. On disait une dispute conjugale qui a mal tourné, un fait divers, un crime passionnel. Et maintenant, les choses ont évolué. On sait qu'il n'y a pas de passion, que l'amour ne tue pas, que ce n'est pas un crime d'amour, mais c'est un crime d'amour propre, en fait. Bruno, il va tuer Clotilde.
quand elle lui annonce une séparation. C'est en fait un crime de possession et Oui. d'amour-propre. Et donc, les Et vous le avocats dites me l'ont... bien dans le livre. Oui, les avocats m'en ont énormément parlé. Le procès, jusque dans les années 2010, eh bien, les criminels étaient assez peu poursuivis en justice et en tout cas avaient des D'ailleurs, peines... il prend pas grand-chose. Je dis pas combien, Oui. mais il prend pas grand-chose. Voilà, maintenant c'est un peu plus important, mais ça reste encore un crime qu'il faut dénoncer. On connaît les mécanismes, on connaît les solutions. L'Espagne, par exemple, est vraiment partie première dans l'histoire des féminicides. Moi, à mon niveau de romancière, je voulais vraiment que les enfants soient mis en avant et qu'on comprenne surtout leur courage, Bien leur sûr. énergie, leur résilience. Vous vous rendez compte, quand un père a tué sa mère, comment on fait pour aimer l'autre sexe? Comment on fait Et là, c'est la pour problématique de Manon, en fait, la Exactement. petite, qui d'ailleurs, dans l'histoire, a quand même été brûlée parce que son père, elle-même blessée, oui. elle-même blessée, n'a pas cherché à la protéger. Est-ce que je peux lire quelques lignes des Avec pensées? joie. Voilà, j'ai choisi de lire quelques lignes des pensées de Manon, parce que c'est important, c'est la toute petite et celle qui, malgré tout, malgré ce qu'elle a vécu, malgré ce qu'elle a vu, est encore très attachée à son papa. Que dit Manon? Je fais des cauchemars même quand je ne dors pas. C'est comme un incendie dans ma tête qui dévore tout. J'entends des bruits sourds, des cris, des chaises qui tombent dans le silence de la nuit. Des inconnus me poursuivent, cherchent à me dévorer. Alors, je chantonne tout bas pour faire cesser le vacarme dans ma tête. Roxane non plus ne dort pas, je le sais. Pense-t-elle parfois à papa, qui s'ennuie peut-être en prison? J'aimerais qu'on parle de lui au lieu de faire comme s'il était mort. Il y a assez de morts. Les grands-parents disent que je dois oublier la peur, le visage bizarre de maman, quand elle m'a dit « cours dehors ». L'air était étouffant, lourd. Je me souviens d'avoir ouvert la fenêtre pour crier et aussi respirer un grand coup. J'aurais dû lui désobéir, rester et empêcher papa de faire ce qu'il a fait. J'ai eu peur, si peur. Ce jour-là, face à lui, j'étais petite, très petite. Ça m'a complètement bouleversée quand j'ai lu ça, parce qu'en fait, on peut imaginer en effet que cet enfant n'a pas les tenants et les aboutissants pour comprendre la violence à laquelle elle a été confrontée. Bien sûr, et c'est le classique conflit de loyauté, parce Voilà. que les enfants détestent le geste de leur père, mais souvent ils restent leur père. Et donc, étant donné que c'est le seul parent vivant, ils sont attachés à lui. Alors certains vont en prison le voir, d'autres ont du courrier, envoient des dessins, des lettres. Le papa peut envoyer des cadeaux. La question qui se pose, c'est est-ce que l'enfant doit maintenir des liens avec le papa? C'est vraiment une question très compliquée à résoudre. Les associations de Qu'est-ce qu'elles victimes en disent? sont contre. Elles sont sont contre, généralement bien sûr. contre, en pensant qu'un père qui tue sa femme ne peut pas être un bon père pour ses enfants. Certains sont pervers, certains les manipulent, certains Dans le sont roman, dans c'est le un peu le déni. cas. Hein. Il y a Bien beaucoup de entendu. perversité. Bien hein. sûr, il y a de la perversité, il y a du déni, il y a une volonté de s'approprier l'enfant, de réécrire l'histoire. Mais pour autant, certains enfants ont besoin d'une figure paternelle dans leur vie, même en prison. Et puis, la prison ne dure pas toujours et ils sortent, et parfois au bout de 15 ans. Et donc, quels seront les liens de ces enfants séparés de leur père après un crime aussi terrible? Manon, elle est déchirée entre cet amour, entre ce qui s'est passé. Elle est traumatisée par ce qu'elle a vu et elle va devoir avoir besoin d'une aide psychologique. Alors, je voulais vous en parler parce que vous décrivez un mode de thérapie, somme toute, assez novateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien entendu, je parle d'une technique qui s'appelle l'EMDR, qui a été inventée, trouvée aux États-Unis par une Madame Shapiro, qui... Ça veut dire quoi, EMDR? Alors, EMDR, en anglais, je crois que c'est Eye Movement Ah oui, c'est ça. Direction
reaction. Je suis pas sûre de moi là-dessus. Oui. Mais c'est très étonnant. On a découvert, donc cette Madame Shapiro a vu que avec certains mouvements des yeux, on arrivait à travailler sur le traumatisme. On va chercher, on s'apaise et on désensibilise d'une certaine manière les souvenirs. C'est une espèce de cicatrisation psychique. C'est une thérapie brève qu'on a beaucoup utilisée pour les soldats dans les guerres, en Irak. Et qu'on utilise peut-être en Israël. Et qu'on utilise beaucoup en Israël. En Israël. Donc sur c'est les la victimes psychothérapie par mouvement oculaire, en fait. Exactement. Et on va chercher ce qui est enquisté et on remplace toutes ces images négatives par des images positives. Oui. Et le MDR va bénéficier beaucoup à Manon. Alors, ça va bénéficier beaucoup. Je ne veux pas raconter la fin, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du roman, comme à la fin de chaque roman, il arrive qu'on se demande ce que vont devenir les personnages. On a un début de réponse grâce à vous, ce dont je vous remercie. Et puis, surtout, à la fin du livre, vous prenez position, vous écrivez un petit article dans lequel vous expliquez justement ce cas de figure, le féminicide, où on en est aujourd'hui. Alors, justement, combien de temps vous avez mis à l'écrire, ce roman ? Alors, l'écrire, c'est quelque chose, mais c'est surtout rencontrer les enfants, rencontrer les psys et les avocats. Oh, c'est un travail de 2 ans, je dirais. Un travail de 2 ans. Ouais, 10 mois pour l'écrire et 1 an pour être certain d'être juste, d'être au plus près de la vérité. Je ne peux pas me permettre, en tant que journaliste, de laisser passer quelque chose qui serait faux. Et donc, tous mes livres sont documentés parce que je veux retranscrire une certaine vérité qui a été longtemps tue. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous en a déjà dit de ce roman ? Alors, je l'ai envoyé aux associations qui le lisent aujourd'hui. Écoutez, les gens comme vous ont l'air de dire que c'est prenant, comme un thriller. Ah oui, c'est très prenant, j'ai pas l'air. Je le dis. Et puis, c'est aussi, comment dirais-je, vous êtes impliqué dans le roman. Vous êtes derrière vos personnages. Toujours. Et on le sent. Toujours, mais là, peut-être, il y a un petit degré peut-être en plus parce qu'on sent votre indignation, entre autres avec le rôle du père, on sent votre révolte, surtout à la fin quand vous vous exprimez en tant qu'auteur, ce qui n'est pas le cas dans tous vos romans. Oui, j'ai été très étonnée de savoir que, par exemple, un père meurtrier gardait l'autorité parentale du fond de sa prison. Et je ne voulais pas le croire. Aujourd'hui, l'autorité parentale est retirée pour 6 mois uniquement, mais en l'an 2000, il n'en était pas question. Et donc, de sa cellule, le père peut s'opposer à un suivi psychologique, à des soins médicaux, à un voyage, à un changement d'école, ce qui est épouvantable pour l'enfant, puisque il subit finalement quelque chose qu'il ne veut pas et finalement le père garde sa place dans une famille qu'il a détruite. Oui. Et donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces enfants-là, qui ne sont pas reconnus par l'État comme victimes, vous savez bien sûr que dans un attentat, dans une guerre, dans un accident, il y a une cellule psychologique. Là, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Parfois, ils vivent loin, dans des déserts médicaux. Il faut des psys qui sont formés au psychotraumatisme. C'est très spécialisé et il n'y en a pas beaucoup en France. Donc, leur donner leur place de victime, leur donner des bourses pour qu'ils puissent continuer leur vie. L'aspect financier est capital. Et puis, reconnaître le traumatisme et les aider psychologiquement. C'est sûr. Alors, le rôle des grands-parents dans votre livre est très important aussi. Bien sûr. Il y a les 2 côtés. Il y a le côté de la maman assassinée et puis il y a le côté du père avec une mère plus que très possessive, mais avec très peu d'empathie pour ses petits-enfants. C'est souvent ce qui se passe, malheureusement. La famille du père prend parti pour le père et est complètement dans le déni et pense généralement que c'est un accident, que la femme l'a bien cherché. Et donc, les enfants sont pris en fait entre 2 feux, entre la famille maternelle et la famille paternelle. Et ils jouent le rôle d'enjeu, en fait. Ils sont plongés au milieu de ça. Et les grands-parents peuvent jouer un rôle, mais même les grands-parents maternels sont détruits.
Complètement, oui. On a tué Leur fille. leur fille, et donc que peuvent-ils apporter? Et puis là, moi, mon histoire, il y a des grands-parents, mais parfois les enfants sont placés en famille, en foyer, etc. Je voulais juste dire que derrière cette dureté, derrière ce choc, il y a aussi de la tendresse entre les filles qui font bloc. Il y a la jeunesse de ces enfants et donc cette résilience. Il y a la sagesse du grand-père maternel qui va essayer d'apaiser. Il est tout formidable. ça. Voilà. Et donc, c'est un livre qui est aussi un livre de tendresse sur la manière dont on peut refaire famille après un drame. Après un tel drame. C'est vraiment très fort. Les personnages, comme je l'avais dit, sont vraiment choisis et leur profil est très très bien exprimé. C'est vraiment un livre de toute urgence à découvrir. Après elle, Ariane Bois, paru aux éditions Récamier. Il nous reste 30 secondes. De quoi n'a-t-on pas parlé, Ariane? On n'a pas parlé de l'adolescente Roxane. Exact. Et je crois que c'est important parce que quand on a 14-15 ans, on s'ouvre à l'amour. Quelle est l'image de l'amour et de la sexualité pour une jeune fille dont le père a tué la mère? C'est difficile de faire confiance à l'autre sexe. C'est toute une éducation, c'est tout un travail. Et Roxane, qui se rebelle contre la situation, va trouver de l'apaisement dans le sport et dans un jeune homme qui va l'apaiser. On n'en dit pas plus. Voilà. Après elle, Ariane Bois, bravo pour ce beau roman et à très vite sur Radio J. Merci. Merci Lise. Radio J, le 6